Le fait d'entreprendre, c'est bien, mais derrière, moi, j'avais cette envie de laisser derrière moi un monde meilleur. J'ai envie de montrer que même si tu es immigré, même si tu es femme, même si tu n'as pas eu la possibilité de faire de super études dans des hyper grosses écoles, tu peux quand même y arriver. J'ai la rage pour ça et j'ai envie de prouver, tu vois, ça c'est un autre moteur à l'intérieur de moi qui me réveille tous les matins avec l'attaque. On a des moments dans la vie, soit tu nais avec une pathologie, soit ça t'arrive durant la vie. Donc j'aimerais dédier un peu tout ce que je fais à ces personnes qui sont vulnérables. Les amis, cet épisode vous est présenté grâce au Chinese Business Club, notre partenaire. Alors le Chinese Business Club, c'est quoi ? Bon, c'est pas la première fois que vous en entendez parler, c'est normal. On a déjà reçu son fondateur, Harold Parisot, c'est l'épisode 127. Le Chinese Business Club, c'est le premier réseau d'affaires business en France. Je vous invite à aller écouter l'épisode avec Harold qui nous explique comment il a monté ça à la base pour servir un marché chinois et comment il a su pivoter pendant le Covid. Il nous parle notamment d'un grand tournant, c'est le moment où il a reçu le président Emmanuel Macron qui à l'époque était encore ministre de l'économie. Bref, pour découvrir son histoire et notamment pouvoir networker avec un maximum de personnes, je vous invite à aller faire un tour dès maintenant sur le Chinese Business Club et participer à leur prochain déjeuner qui se passe tous les mois. Encore un grand merci à Harold et au Chinese Business Club de nous soutenir et de nous permettre de vous proposer cette interview qui, je l'espère, vous inspirera à entreprendre. Bonne écoute à toutes et tous. Salut à toutes et tous, c'est Yacine. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. On est en direct de Station F et une grande dédicace à monsieur Harold Parisot du Chinese Business Club qui m'a fait cette superbe intro. Anna, comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Mais bien. Alors, on est stressé. Oui. Je t'ai dit, t'inquiète, il n'y a pas besoin de stresser. Deuxième phrase, alors est-ce que t'es stressé ? Non, mais t'inquiète, c'est certes ton premier podcast, mais ce sera ton meilleur, right ? J'espère, ouais. On touche du bois. Bon, raconte-moi, alors que les gens comprennent. C'est un petit peu les nouveautés de ce podcast cette année. J'essaye d'être structuré, car ça ne me ressemble pas. Le but, c'est qu'on parle un petit peu de ton parcour dans la première partie. Donc, tu vois, que tu nous racontes un petit peu, que je raconte pour les gens. Tu as monté 2 boîtes. Pour le moment, donc tu vas nous raconter ça. Et dans la deuxième partie, ce que j'adorerais comprendre, c'est tes sources de motivation, tes réflexions. Tu as plus ou moins killé une boîte, elle n'est pas encore morte, on va en parler. Essayer de comprendre, en fait, quels sont les apprentissages, qu'est-ce que ça te procure, pourquoi des galères ne t'ont pas arrêté, et in fine, pourquoi des filles comme des hommes pourraient s'identifier à ton histoire. No pressure. Rien que ça. Bon, raconte-moi, j'ai envie d'avoir un mini truc perso. Et franchement, on l'entend ce magnifique accent. Dis-nous d'où tu viens, Anna, s'il te plaît. Je suis d'origine roumaine. Oui, j'ai encore un accent puisque je suis arrivée en France à l'adolescence. Donc, très difficile de perdre. Un peu plus de 10 ans, 15 ans que tu es là ? Alors, j'ai toujours été entre la France et la Roumanie. Donc, même si je suis arrivée la première fois assez jeune, j'ai bougé quand même pas mal de temps. Donc, j'ai pas pratiqué le français tout le temps jusqu'à cet âge-là. Tu parlais quoi comme première langue ? Roumain ? Le roumain, ouais. Anglais avant français ou français avant J'étais beaucoup plus à l'aise en anglais qu'en français. Donc, quand je suis arrivée la première fois en France, je connaissais, à part rien bonjour, je parlais pas le français. J'ai juste envie de te parler de ça 30 secondes. Ouais. Quand tu arrives à l'école... Donc, t'as quel âge ? T'as 15 ans environ ou même plus jeune ? Oui, j'étais un peu plus jeune. Ouais. J'étais, on va dire, je suis arrivée vers l'âge de 13 ans. Il se passe quoi dans ta tête pour t'adapter à une nouvelle langue que tu comprends pas ? C'est vraiment, je pense que c'est tellement difficile. Mais est-ce que quand t'es jeune, tu te dis « Oh, j'ai pas le choix, donc je me lance » ou est-ce que c'était très difficile aussi, quoi ? C'était difficile. C'était difficile. Vu le contexte dans lequel j'ai atterri, clairement, c'était assez difficile. J'ai fait mes premières années en France au collège et lycée Molière, dans le 16e. Ouais. Donc, c'était assez bourgeois. Ouais, voilà. Donc, j'étais roumaine, pas très bien accueillie. Pour moi, c'était important de devenir meilleure que les autres. Donc, j'avais cette envie... Enfin, c'était vraiment... Malgré la barrière de la langue. Ouais. Tu disais, si je comprends et si je maîtrise le français,
déjà tu te disais, ils ont rien de plus que moi en fait, ces gens. Oui, j'avais envie de prouver un peu ma valeur et je me suis beaucoup concentrée sur ça Ok. quelques années. Et c'était difficile, oui, mais j'avais envie de bien écrire le français, tu vois. À un moment donné, je me rappelle, je suis rentrée dans une classe normale, entre guillemets, et on me demandait à moi comment écrire accueil, par exemple, tu vois, Putain, alors que je venais juste d'arriver en France. et j'allais te dire, quand tu as commencé à bosser, tu te rends compte à quel point les Français ne savent pas Oui, écrire oui, tout à français. fait. Tout C'est à fait. En plus, ça, incroyable. c'était. Moi, en tant que podcast, tu vois, quand j'envoie ma CM ou mon monteur, s'il y a des fautes d'orthographe, mais genre, j'ai honte, quoi, tu vois. Et c'est drôle parce que, bah, comme toi, moi, je suis immigré. Enfin, vraiment, mes parents, c'est la première génération à être venue en France. Donc, vous l'aurez compris, bon, ça va pas être le sujet de ce podcast, mais je sais plus qui disait quelque chose du genre... je crois que j'en parlais avec Tatiana du fonds Sista qui va monter Mhm. d'autres fonds en fait sur justement des enfants d'immigrés. Et elle disait que ces gens-là, il y a une culture de je vous dois prouver. Oui, oui, Et je trouve que tu oui. vois, ça participe un peu avec le mindset entrepreneurial. Bref, on parle d'entrepreneuriat, Oui. raconte-moi. Tu es entrepreneur, Anna, Oui. serial entrepreneur. Alors, j'ai Allez pas cette là. prétention. Mais tu as plusieurs boîtes. Alors, Raconte. j'ai eu cette envie d'entreprendre depuis très jeune, on va dire. Déjà, il faut que je te raconte un peu d'où je viens. Enfin, qu'est-ce Bah, que j'ai vas-y. fait avant d'entreprendre. Ouais. J'ai toujours bossé dans la tech après mes études. Donc, j'ai fait des études universitaires de master en change management. Et ensuite, j'ai été chef de projet en informatique. Et j'ai travaillé pour des boîtes comme Orange, comme Accenture, par Donc, j'allais te exemple. demander, grosse boîte quand même. Grosse boîte, ouais, voilà. Tech, mais pas start-up. Voilà, par start-up. Donc, j'ai compris à ce moment-là ce que je ne voulais peut-être pas faire, puisque je l'ai fait pendant quelques années et ça ne m'animait pas forcément. Donc, C'était c'était quoi très... Qu'est-ce qui t'animait pas? Le fait d'avoir un périmètre hyper restreint, ça me gênait. J'avais envie de m'exprimer davantage. Et juste avant Toboro, j'ai touché un peu à l'entrepreneuriat sans l'être vraiment. J'ai été DG d'une boîte en développement informatique qui a très bien fonctionné. Ça va, madame, hein? Écoute, sans prétention, à un moment donné, ça a très bien fonctionné. On était une soixantaine. Comment tu deviens DG d'une boîte informatique? C'est pas toi Alors, qui l'as cofondé, hein? Non, j'étais pas du T'es tout arrivé cofondée. après, ok. J'ai monté à l'intérieur d'un petit groupe français une filiale, donc une boîte de développement informatique pour servir dans un premier temps leur projet Ok. SaaS qu'ils avaient. C'est comme ça qu'on a démarré et de fil en aiguille, on a développé ça et ça a pris. C'était Donc pendant t'as le fait Covid. de l'intrapreneuriat en fait. Oui, c'est ça. Tu te considérais entrepreneur à ce moment-là Non, mais je me souviens que donc j'étais pour eux, en premier lieu, j'étais chef de projet pour leur produit SaaS. Et durant l'interview, j'avais dit à la cofondatrice, je lui ai dit, mes ambitions, c'est de devenir entrepreneur. Donc, je veux devenir entrepreneur. Je veux être à ta place. Et elle m'a dit, on a besoin de quelqu'un comme toi, donc on va emménager quelque chose pour toi, pour que tu sois épanoui, et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'elle m'a... T'as passé combien de temps là-bas? On va dire 4 ans. 4 ans. C'est quoi le moment que t'as le plus kiffé et c'est quoi le moment qui t'a le plus fait chier? Le moment que j'ai le plus kiffé, c'est... alors, je dirigeais complètement l'activité là-bas. Et à un moment donné, j'ai eu une discussion avec une grosse boîte américaine. Ils nous demandaient d'embaucher beaucoup de personnes en un laps de temps de 2 semaines. Et toute mon équipe me disait « Non, mais c'est impossible. C'est impossible, donc faut même pas chercher. Ça va pas être possible. » n'est pas Anna. Et j'ai dit, en fait, les gars, on va essayer de faire de cet impossible possible. Et on l'a fait. Donc, on a signé un très gros contrat. Donc, c'était vraiment... Je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable de faire des choses. Trop cool. En gros, tu pars d'une contrainte et t'en fais une opportunité, ouais, quoi. Ouais. Et à l'inverse, le moment où ça t'a le plus saoulé? Ou si je la fais différemment, ça a été quoi la limite? Qu'est-ce qui t'a saoulé dans ça, quoi? Alors, à un moment donné, j'avais envie d'avoir
plus d'impact, tu vois. Donc, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai démarré Toboro. Mhm. J'avais envie d'être une vraie entrepreneur et avoir de l'impact. Donc, déjà, j'ai cherché le sens de la vie tout court. Depuis mon adolescence, j'ai commencé à me poser des questions. Même quand j'étais enfant, je regardais les étoiles et je me posais des questions existentielles. Donc, C'était quoi les questions existentielles? comme tout enfant. Non, Enfin, mais t'imagines. attends, hein, c'est pourquoi il y a des étoiles ou qu'est-ce que je vais faire de mes 10 doigts? Non, alors, je faisais ça souvent. Je vais rentrer dans un espace très personnel. Mais bon, je peux te le Bah dire. attends, t'es à l'aise, Anna, on n'est pas dans confessions intimes. Mais Je... je peux t'y amener. J'ai été... Ok, donc j'ai été avec l'un de mes cousins qui a mon âge, qui a une maladie rare de peau, une maladie génétique. Ok. Et quand on était enfant, il a commencé à beaucoup souffrir à cause de ça. Donc, j'avais vraiment envie, c'est très émotionnel ce que je dis, mais j'avais vraiment envie quand j'étais enfant et on se posait des questions, tous les deux, on regardait les étoiles. Et je lui disais, écoute, Alex, faut qu'on trouve un traitement pour toi. Et je lui ai dit, bah, de toute façon, c'est ce que je vais faire dans ma vie. Donc, je vais trouver C'était ta première traitement. idée? C'était ouais. Une solution Ouais, pour sa maladie. J'avais 7 ans, 6 ans, 7 ans. Tu te rends compte à quel point, je mets juste une parenthèse là-dessus. C'est très là-dessus, émotionnel. Puisque mais c'est une chance incroyable de te dire à 6-7 ans que moi, tu sais, très longtemps, je me disais, admettons, on va parler très concret, Orange, Bouygues et tout, ils nous mettaient des prix hyper forts. Je me disais, c'est eux qui font les règles, c'est comme ça. Je pensais pas qu'il y ait un acteur comme Free qui puisse arriver et dire ben, on va couper les prix par 20, tu vois. Et en fait, ce truc-là que toi, à 7 ans, tu challengeais déjà, tu te disais c'est pas parce que ça n'existe pas qu'on peut pas le trouver, quoi. Ah oui, clairement. Ah non, ça, c'est pas une partie du mindset entrepreneurial, ça? Si, bah, c'est pour ça que j'avais identifié, en y pensant, j'avais identifié en fait cette envie d'entreprendre depuis très jeune. Depuis ce moment-là, je me rappelle précisément. Donc ça a bien nourri tout ça. Oui, ça a bien nourri. J'avais même commencé médecine. Vite, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi, mais tu vois, je commençais, j'ai mis plusieurs briques dans plusieurs domaines, mais ouais, ça vient de très très loin. Et tu disais à la base, on parlait de ton expérience du coup dans ce groupe. Bon, tu l'as toujours pas nommé le groupe, hein. C'était dans quel groupe où tu as monté cette boîte? Et là, ça s'appelle, et la boîte que j'ai construite à l'intérieur de ce groupe s'appelle Takeoff. Ok, Takeoff, tu passes 4 ans. C'est quoi la limite au bout de 4 ans? Et je pense que tu voulais faire un parallèle par rapport à ton cousin. Bon, j'ai perdu mon fil. Mais t'inquiète, je suis là pour ça. Alors, j'avais envie comme je te disais, d'avoir de l'impact. Et comme avec Takeoff, j'avais prouvé certaines choses, il n'y avait pas vraiment d'impact positif dans la société avec ce que je faisais. On aidait des entreprises à monter leurs produits, mais on n'était pas au cœur de la mission. J'avais envie de servir des gens physiquement. De servir, en fait, de me donner une mission plus forte que moi et d'essayer de la concrétiser par des actions, par une boîte comme Toboro. Donc, on a démarré avec cette idée. Avec Toboro, c'était de l'impact environnemental. Donc là, tu quittes Takeoff. Takeoff? Oui, Takeoff. Ouais, et direct après, tu montes Toboro? Alors, ça s'est fait J'aime bien parallèle. Ces respirations qui veulent dire pas exactement. Pas exactement. Mais tu sais, d'ailleurs, la vie d'un entrepreneur n'est jamais linéaire. Ouais, donc, c'est pas exactement. C'est très souvent donc, ça. Donc, j'ai commencé en parallèle. Et ça s'est fait... en fait, la rupture s'est fait progressivement de cool. Takeoff. Ok, et si je comprends bien, la flamme a été moins là dans Takeoff. Et en fait, avant même que tu démissionnes, tu t'es dit, je vais essayer de la trouver dans autre chose. Oui, j'ai été transparente aussi avec celle Takeoff. qui... Oui, okay. Avec Takeoff. Donc, je voulais vraiment avoir de l'impact. Depuis... Attends, vas-y, excuse-moi. Non, vas-y, continue. Tu voulais avoir de l'impact. Depuis toujours, donc, le fait d'entreprendre, c'est bien. Donc,
beaucoup de gens se considèrent entrepreneurs, veulent créer des choses, des opportunités. Mais derrière, moi, j'avais cette envie de laisser derrière moi un monde meilleur. J'ai dépassé complètement ma condition de base. Donc ça, pour moi, c'était une étape importante pour moi. Donc ce que j'ai fait avec Takeoff, c'était vraiment... c'était un objectif que je m'étais donné. Ok. Puisque je viens d'une famille assez modeste, on va dire. On véhicule pas de somme comme ça. Donc ça, c'était très important pour moi. Donc je l'ai fait. Mais derrière, j'ai même pas réfléchi à l'argent quand j'ai pris la décision d'aller vers Toboro et cofonder Toboro. C'était vraiment la mission qui m'a animée. L'argent peut rendre heureux ou pas? Est-ce que l'argent t'a rendue heureuse par moment? Ça contribue. Ça contribue le fait de... Moi, je sais ce que c'est de ne pas avoir certaines choses que tu souhaites. Donc, le fait de pouvoir se les permettre par son propre travail, oui, ça te rend heureux. Je ne peux pas dire le contraire. Mais c'est pas la même chose que si quelqu'un vient et te fait un cadeau de 10 000 euros. Non. Ah non, là- non. Je me sentirais mal à l'aise avec un cadeau comme ça. Ok. Bon, continuons. J'aimerais que tu me parles de Toboro. Donc là, tu commences à monter déjà en voyant un petit peu la fin pour toi chez Takeoff. Qu'est-ce que Toboro? Parce que je crois que tu ne l'as pas bien pitché encore. Oui, Je t'ai pas laissé l'opportunité. Ouais, avec Toboro, on est parti de l'idée de créer une application mobile entre particuliers pour qu'ils puissent se louer des biens de la vie quotidienne. Donc, on était assez large, mais on s'était vite rendu compte que le marché n'était pas prêt. Donc, on voulait vraiment faire un disrupt dans tout ce qui est consommation. Donc, aujourd'hui, on vit dans un monde de surconsommation. Donc, il y a beaucoup encore d'objets qui sont peu chers ou de mauvaise qualité, et ainsi de suite. Chine ou Shine, je sais pas Voilà, comment on dit, là, mais ouais. je ne vais pas en citer, mais bah tout le monde vas-y, les connaît. cite-les. Alors là, Tout le monde aucun les souci à les citer. Hein. Tout le monde les connaît, mais l'idée, c'est qu'on a identifié un besoin réel. C'est que, tu vois, par exemple, une perceuse, tu vas l'utiliser une fois par an. Pourquoi l'acheter quand tu peux la louer chez des proches ou par géolocalisation autour de Et toi? c'est ce que, moi, C'était un peu- parenthèse, on a un groupe dans mon immeuble. Tous les jours, quelqu'un a une perceuse, quelqu'un a ça. Donc ouais, je vois très très bien le truc. Ouais. Voilà, donc c'est des microtransactions. C'était assez... En fait, même l'infrastructure n'était pas prête et alors on a vite pivoté. Ok. Attends, vite, en combien de temps? Quelques mois, on va dire. Ok. Tu voyais que la sauce n'a pas prise, donc tu as monté le produit, mais la sauce prenait pas? Oui, non. On était arrivé à environ 7-8 000 personnes sur notre application. Mais c'était très difficile. C'est drôle, hein, puisque, en fait, tu vois, j'ai appris une chose essentielle avec cette histoire. C'est que, en fait, quand je parlais à tous mes proches, tout le monde me disait « Ah, c'est génial, c'est du bon sens. Ah, mais ça aurait dû exister. » Mais quand il fallait passer à l'action, très peu de gens passaient à l'action. Donc, est-ce qu'il y avait plus il de faut vraiment changer le mindset. T'es sur une marketplace au final. Il y a des gens qui proposent et d'autres qui achètent ces services-là. C'est entre particuliers, un peu comme le Bon Coin, mais de la location. Est-ce qu'il y avait plus d'offres ou plus de demandes? Où est-ce que ça a bloqué? Il y avait plus d'offres que de demandes. Alors, c'est drôle. Donc les gens n'avaient pas le réflexe en fait de se dire, au lieu d'aller acheter une perceuse, je suis sûr que ça vaut 200 balles une perceuse, au lieu d'aller l'acheter, je vais la louer. Les gens n'avaient pas encore ce réflexe. Non. Okay. Donc c'est là où tu disais, tu voulais disrupter un marché qui n'était pas prêt, c'est que dans la consommation, même aujourd'hui, ça se fait pas trop. Non, il y a des baby steps et je pense que j'espère réellement qu'à l'avenir, quelqu'un pourra casser le game, comme on dit sur ce créneau-là. Ok. On commence, tu vois, on parle de plus en plus de circularité et c'est très bien. On va penser à la durabilité de plus en plus. Les constructeurs commencent à se poser ces questions. Tu dois penser qu'est-ce que ta boîte va devenir dans 30-40 ans avec des enjeux climatiques tels que l'on connaît. Donc oui, j'espère que ça va venir et qu'on va aller vers une économie un peu plus
responsable. C'est plus durable. C'est Je plus crois que tu as durable. eu un pivot où, donc là, on était sur Ouais. du B2C, enfin C2C même plutôt. C2B2C, je sais pas comment on dit, mais bref. Peer-to-peer. Ouais, peer-to-peer, same shit. Mais tu as fait un pivot en B2B. Oui. Avant ça, j'aimerais juste comprendre, qu'est-ce que tu ressens déjà, toi, émotionnellement, quand tu vois que ton business ne prend pas? Et comment je trouve qu'il y a un truc hyper paradoxal entre se remettre en question ou être résilient. Parce que par moment, tu sais, c'est cette petite étape qui va faire que toute la sauce va prendre, mais faut la voir, faut l'essayer. Donc, comment tu jonglais entre ça jusqu'au moment où tu t'es dit, ok, c'est pas le bon créneau, faut pivoter. Est-ce que tu aurais pu le faire plus tôt, en fait? J'aurais pu ouais, clairement, j'aurais pu faire ça plus tôt. Alors, c'est j'ai l'impression que je me sens pas perdante dans cette histoire-là. J'ai l'impression d'avoir appris énormément de choses et avec, j'ai rencontré énormément de gens qui m'ont permis de voir, énormément de choses. À un moment donné, c'était difficile de voir, tu vois, on vivait dans une époque où sur LinkedIn, tu voyais que des personnes qui véhiculaient des sommes, j'ai fait je sais pas combien de millions, enfin, tu vois, donc tu te compares Bien sûr. et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais mal? Mm. Pourquoi ça m'arrive à moi? Et qu'est-ce que je pourrais faire pour vraiment Faire mieux, arriver ouais. à des performances comme celle-ci. J'avais déjà fait ça avec Takeoff, tu vois, j'avais déjà arrivé à toucher des grosses sommes, mais c'était pas dans ma boîte à moi, et c'était pas sur un créneau B2C, c'était quelque chose que je venais juste d'apprendre. Donc, et c'est d'ailleurs ce qui nous a un peu orienté vers le B2B. Pourquoi on a pris ce pivot? On s'était dit, bah, écoute, B2C, on ne sait pas faire, il faut vraiment changer les mentalités, il faut énormément investir dans la formation, éducation, marketing. Mm. Euh, Allons vers du B2B. Donc on est passé Je t'embête, sur Anna, des... désolé. Hop. Voilà. Ça, le micro, il est pas trop proche de toi. Ouais. Non, Voilà. non, ça va. Non, mais non, mais parce que moi, je vois les Euh, pistes audio. Excuse-moi. Donc, ouais. tu disais B2B, le petit pivot, ouais. Enfin, Ouais, le gros et pivot, quand même. gros pivot. On... Ça Donc, implique quoi? Ça implique de revoir toute l'app tout revoir, tout remettre en question, tout revoir, partir d'une feuille blanche. ça C'est prend combien quasiment de temps comme si tu monter une ouvres boîte, une une nouvelle? nouvelle boîte. Ouais. Ça prend combien de temps? Parce que tu montes un produit et tu commercialises, ça te prend quelques mois, un an sur la première version. La V2, du coup, ça prend moins de temps, j'imagine? Oui, ça prend moins de temps, enfin, oui et non, puisque nous, du coup, on a dû construire un nouveau produit, venir avec une nouvelle proposition de valeur. Donc, du coup, c'était à peu près la même Ok. temporalité, enfin, segment de temps, on va dire. Donc ça prend quelques mois avant que ça sorte. Oui, ça Ok. a pris quelques mois. Nous, on a fait aussi un peu de recherche et de développement. On a fait des algorithmes pour venir... Alors, ce qu'on faisait avec cette boîte en B2B, enfin, toujours Toboro, Mhm. en B2B, c'est qu'on proposait aux entreprises une solution pour rendre leurs achats de matériel informatique plus responsables, en regardant justement dans la phase de fabrication tout ce qui était impact CO2, matériel, raw materials, donc matières premières consommées pour la construction, par exemple, d'un ordinateur portable, Ouais. l'eau, l'électricité. C'est des choses que l'ADEME avait à disposition de manière très macro, mais nous, on l'a fait en granularité. On est allé chercher, collecter la data, créer des algos, des régressions, des choses comme ça. Et on a construit un petit outil pour ça. Tu m'en as pas parlé juste, mais comment tu finances tout ça? Et est-ce que tu te payes? Non, clairement, on ne s'est pas payé. On s'est pas payé. On a juste injecté toutes nos économies dedans et D'accord. ça Donc n'a c'est pas marché. Takeoff qui a payé. Non, je rigole. C'est ton salaire via Takeoff. Ok. Entre autres, mais c'est pas que, puisque moi j'avais des cofondateurs qui ont injecté aussi. Hein. Enfin, Ok. c'était... Vous avez levé des fonds ou pas du tout? Peut-être auprès de BA ou... Alors, on a eu quelques subventions de la part de la BPI, subventions européennes aussi, via Climate Kick, et
on a eu quelques tickets. Oui, par exemple, Station F via Founders Programme qui a pris un ticket, Harold qui a pris un ticket. Ok, trop cool. Et voilà, donc c'est comme ça, avec nos économies doublées par nos économies, tous ces prix-là. Et voilà, donc... Vous vous laissiez combien de temps quand vous avez fait le pivot pour vous dire si ça marche pas, on arrête ou on fait autre chose? Alors, on s'est donné 6 mois. Et justement, comme on voyait qu'on avait du mal à monétiser, on s'était dit, on n'a pas trop le choix, il faut qu'on essaye quelque chose en parallèle parce qu'on doit se payer. Donc moi, j'avais plus de choix, ma cofondatrice non plus. Et c'est comme ça qu'on a démarré Accessiplus en parallèle, qui a très bien fonctionné dès le départ. Mais on avait un peu étudié les choses avant, on avait pas mal discuté avec des personnes touchées par le problème qu'on sert. Et C'était au bout de 6 mois, Accessiplus ou un peu avant? Non, après, comme temporalité, l'idée a commencé 6 mois après, on va dire, mais on a démarré il y a 1 an. Ok. Ok, et c'était quoi la V1 d'Accessiplus? Que les gens comprennent un petit peu. Alors, avec Accessiplus, aujourd'hui, on fait toujours de l'impact, mais de l'impact social. Donc, on aide les entreprises, donc en général les grands groupes aujourd'hui, et les institutions publiques à rendre leur site internet, application mobile accessible à toute personne en situation de handicap. Donc, ce qu'on fait, c'est de l'inclusion numérique. Il faut que je résume. Ouais, c'est un peu... Non, mais c'est on va dans fou. tous les sens. Bon, on va pas parler de Takeoff, mais après Takeoff, donc on a Toboro qui est de faire du Le Bon Coin, en gros, mais en loc. Okay. Ouais. Là, on n'a pas parlé, mais c'est des produits quoi? C'est de l'électroménager, tu as parlé des perceuses et tout. Ouais. Ok. De la vie quotidienne. Ouais, donc pas des machines à laver, mais plutôt des objets. Ok. Deuxième étape, on se dit ça marche pas, on fait du B2B. Sauf que dans le B2B, donc il y avait de la loc, mais tu as aussi dit qu'il y avait la capacité, si j'ai bien compris, via de la data, de traquer l'impact en fait de leurs produits. Oui, c'est ça. En fait, ce qu'on proposait aux entreprises, c'était la possibilité de faire des achats numériques, de matériel informatique responsable, donc avec peu d'impact environnemental. Regardez, par exemple, quand tu veux une flotte de 10 ordinateurs, regardez par rapport à tes besoins l'impact également, pas juste les fonctionnalités de base. Et les prix. Et le prix, bien entendu. Non, mais j'allais dire, c'est ça, en fait. Oui. À la base, la contrainte, c'est le prix et les Oui. fonctionnalités, évidemment. Oui. Et aujourd'hui, on ramène une nouvelle contrainte qui est l'impact. Et donc, à la fin, tu t'es dit, on va aller vers... rendre ça accessible... n'a pas marché. Le problème, c'est que ça n'a pas marché. Peut-être que ça aurait pu marcher, puisque c'est un sujet assez important. Sauf que nous, on n'a pas réussi à monétiser en temps et en heure. Donc, du coup, c'était très important pour nous de pouvoir se payer, puisqu'on n'était pas à Pôle emploi. Tu sais, c'était très, très important. Donc, du coup, on a... comme dans le temps qu'on s'est été donné, on n'avait pas réussi, on a commencé à réfléchir à autre chose, toujours en ayant un impact positif. Et sans killer Toboro. Sans qu'il ait Toboro. Toboro existe aujourd'hui encore. Ok. Il roule? Ou elle roule? Je sais pas comment on dit. La boîte ou... ouais. La boîte, business. le produit, pourquoi vous l'avez pas fermé? On ne l'a pas fermé puisqu'on a beaucoup travaillé et on apporte de la valeur aujourd'hui avec Toboro. On est en discussion pour Toboro avec des acteurs un peu plus matures que nous. Pour reprendre la boîte? Reprendre la boîte. Ok, donc il y a une opportunité, j'allais dire, ou est-ce que émotionnellement ça te ferait chier de fermer cette boîte? C'est une opportunité pour nous puisqu'on laisse vivre le projet encore. Enfin, tu vois, c'est pas... Je pense que c'est très important pour n'importe quel entrepreneur. Tu as mis énormément d'énergie, de ressources. Tu crois encore? Dans Toboro, dans cette version-là, oui, je crois encore. Et je pense que elle peut très bien s'imbriquer. La solution peut très bien s'imbriquer dans des plateformes beaucoup plus matures et qui proposent des choses dans le même spectre, on va dire. Ok, mais qui font moins de la loc. J'imagine que c'est plus de l'achat-revente et là tu vas c'est... de me proposer d'autres choses. Bref, ok, je ne vais pas te titiller là-dessus, mais hâte d'avoir cette belle nouvelle de la revente. On arrive on est déjà sur Accessiplus.
Tu sais, je t'ai posé la question en amont et après je t'ai dit non, me réponds pas encore. Ça devient d'où? Allez, en plus je te l'ai dit, j'ai oublié de mettre mon t-shirt des JO. Mais on va dire qu'on est au lendemain plus ou moins, là on se parle, on est le 14 septembre, non 17. Ouais. Rien du tout le mec. On va dire qu'on est au lendemain des Paralympiques. Ouais. Mais bon, Accessi Plus existe depuis plus longtemps. J'aimerais savoir d'où ça devient. Est-ce que toi, tu as été victime dans ta famille ou même toi, sans que je le voie, tu vois, d'handicap invisible? Très, très bonne réflexion. Il y a beaucoup, beaucoup d'handicaps invisibles. Alors, quand j'étais enfant, j'étais dyslexique. Je viens d'un pays post-communiste. Enfin, je suis née juste après la chute du communisme. Une éducation extrêmement dure. Donc, la dyslexie n'était pas tolérée à l'école. Sauf que moi, je l'étais. Détecté ou pas? On mettait un doigt dessus? On mettait même pas un doigt dessus. Enfin, le problème, c'était toi. Fallait que toi, tu doubles tes efforts. Donc, ça, c'est un sujet que j'ai porté avec moi et que je porte encore, même si il est bien... Enfin, voilà, je sais vivre avec. Mais c'était assez dur pour moi. Je n'arrivais pas à lire. Donc, c'était vraiment difficile et ça m'a... C'est resté quelque chose. C'était une séquelle pour moi et il fallait que je me débrouille avec ça. Mais comment je suis arrivée à faire de l'accessibilité numérique? Donc déjà, je viens de ce monde de la tech. Donc j'ai vu pas mal de projets. On a déjà touché un peu à l'accessibilité numérique avec Takeoff. Okay. Mais c'était par opportunité. C'était pas le cœur de métier de Takeoff. Ça a été des demandes des clients ou du groupe, en gros? Oui, c'était plutôt un besoin que j'avais identifié rapidement vers la fin de Takeoff. Et ils n'étaient pas très réceptifs? Si, ils étaient réceptifs chez Takeoff, sauf que, bon, tu sais, quand tu fais du développement informatique, il faut que tu fasses un choix. Tu ne peux pas tout faire. Donc, on est resté sur le développement informatique, ce qu'on savait faire et ce qui rapportait beaucoup d'argent. Voilà. Vas-y, il faut que j'arrête de t'interrompre. Ah non, une petite notif, désolé. Non, il n'y a pas de souci. Le petit rappel. Et donc, du coup, comment je suis arrivée à Accessi Plus? Autour de nous, on a rencontré pas mal de personnes en situation de handicap, des malvoyants, par exemple. Vous êtes allé les chercher ou ça baignait non, dans ton... Non, c'est venu à nous. C'était juste c'est venu à nous. Concours de circonstances. Voilà, on avait discuté de plusieurs problématiques liées justement à l'accessibilité physique, mais aussi technique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, moins de 5% d'Internet est accessible aux personnes en situation de handicap. Donc c'est énorme. Hein. Il y a des travaux énormes à faire partout dans le monde, pas qu'en France. On va rentrer en détail juste après. Et en fait, on s'était dit, c'est une occasion de donner du sens à ce qu'on veut faire et apporter une solution. Il y a d'autres acteurs sur le marché, à mon sens pas suffisamment, pour tout ce qu'il y a à faire. Voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à faire de l'accessibilité numérique. Il faut savoir que ma cofondatrice, avant Toboro, puisque c'était ma cofondatrice de Toboro aussi, elle a travaillé sur un projet d'envergure internationale pour l'accessibilité physique et l'intégration des personnes en situation de handicap. Donc physique, là. Physique, oui. Dans un grand groupe allemand, Lidl, enfin, tu vois, le groupe Schwarz. Et c'était notre premier client d'ailleurs, qui nous a permis ensuite d'ouvrir d'autres portes. Pourquoi juste le numérique? Pourquoi l'accessibilité sur le numérique? Tu l'as dit, je le répète, seuls 5% du coup des sites ou des applications sont accessibles à des personnes en situation de handicap. J'aimerais comprendre pourquoi le numérique. Quel genre d'handicap on voit pas, ou on comprend pas forcément, mais les sites ou les applications ne sont pas adaptés à leurs besoins? Par exemple, il y a plusieurs typologies d'handicap qui sont confrontées à des difficultés de navigation sur Internet. C'est d'abord les personnes qui ne voient pas, les malvoyants. Ça peut être aussi des personnes qui ont des problèmes... des problèmes de motricité, enfin
Et c'est plus physique, Putain, ça j'ai un bug. Non, vas-y, tranquille, ou dis-moi, Ouais, même en anglais, on va trouver les bons mots. Non, alors, donc c'est soit des handicaps visuels, soit des handicaps auditifs, soit des handicaps physiques. Physique, quand j'entends physique, c'est par exemple une personne qui est tétraplégique et qui n'arrive pas à bouger qu'avec le bout de son doigt. Ok. Donc, qui ne peut pas faire des mouvements complexes Ok. sur un site internet. Il faut qu'elle puisse avoir le même accès que tout le monde à l'information. Imagine-toi si une personne comme celle-ci veut faire, par exemple, sa déclaration aux impôts et le site Courage. et le site des impôts n'est pas accessible. C'est une obligation, tu dois la faire. Peu Bien importe, sûr. t'es un être humain, tu dois faire la déclaration. Bon, tu peux demander de l'aide, mais si t'as pas cette aide, ou si t'as envie juste d'avoir une information... Et laisse-moi, si je peux deviner, une Oui. des premières solutions serait de pouvoir mettre de la voix sur le texte des applications. Par exemple, mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, pour être accessible, un lecteur d'écran, donc déjà, les personnes malvoyantes utilisent des lecteurs d'écran. Mais pour que le lecteur puisse lire l'information, il faut que le site soit accessible. Donc, il faut qu'il soit construit de telle manière qu'il soit accessible et qu'on puisse lire correctement l'information. C'est pas parce qu'il y a du texte Ok, que d'accord. tout Parce est... qu'en fait, le visuel, nous, on comprend que c'est compartimenté, par exemple. Je dis toi et moi si on va sur un site, mais une personne qui a pas ce... En gros, tu veux dire que le site lui-même doit être proposé d'une autre manière. Voilà, doit prendre en considération les règles d'accessibilité numérique. C'est des règles internationales. Le WCAG, à l'international, c'est un consortium international qui a listé des règles. On a aujourd'hui en France un référentiel aussi. Il y a une loi. Ah, ok. Moi, je croyais être discret, mais c'est Ouais. pas grave. Ouais. Bon, désolée. Non, t'inquiète. C'est la première fois. Donc, T'inquiète, je t'ai dit que je suis là pour ça. Donc, Mais il y a tu le me disais ouais, il y a le référentiel RGA, donc le référentiel d'amélioration de l'accessibilité numérique en France. Mais réprimande, il y a une vraie loi où on te Il dit... y a une loi qui existe. La loi sur l'accessibilité existe depuis 2005. Il y a un arrêté depuis 2023 qui s'est fait pour justement accompagner l'European Accessibility Act qui rentre en Ok. vigueur en 2025. Donc, sur- ok. Donc là, en fait, tu es en train de me dire que 2025, dans quelques mois, va y avoir un nombre de personnes qui vont devoir adapter leur site et leurs applications. C'est déjà le cas aujourd'hui. Ok. Aujourd'hui, toute entreprise qui fait plus de 250 millions de chiffre d'affaires Et doit se obligée mettre en de- conformité. Donc, Ok. c'est obligatoire. Il Et y a toute des mauvais élèves institution... Écoute... Il y a des amendes. Oui, il y a des amendes. C'est 50 000 euros pour la non-conformité renouvelable tous les 6 mois et 25 000 euros si t'es pas tout à fait conforme. Ok. Mais, Ça, tu connais. Ça. ouais. mais c'est pas ça le souci, tu vois. C'est pas parce que tu vois, tu as des amendes que tu dois le faire. C'est vraiment, faut Bah, vraiment changer le mindset et Je suis curieux, donc ok, j'avais posé la question, mais je crois que j'ai la réponse. Toi, tu penses qu'on fait changer les manières d'agir, non pas par l'argent, donc entre guillemets on te réprimande, en fait, pas par des sanctions, mais plutôt par la carotte, tu vois, un incentive en gros. oui, enfin, j'aimerais que les choses se passent comme ça. En réalité, aujourd'hui, l'accessibilité numérique, même pour les grands groupes, il y en a certains qui font vraiment beaucoup d'efforts, mais il y en a d'autres qui le font juste parce qu'il y a une pénalité. Tu vois. Ils embauchent ou pas des personnes en situation de handicap en En interne? France, il y a une obligation, il faut que 6% des salariés soient en situation de handicap, donc c'est un quota. Ok. Par exemple, dans mon pays, en Roumanie, c'est 4%, mais tu vois, ça C'est dépend du handicap, hein, c'est pas juste des minorités. non, on parle des handicaps. Après, oui, il y a toute une politique dans les grands groupes de diversité et inclusion qui englobe plusieurs catégories, on va dire, plusieurs minorités. Il y en a certaines qu'on va pouvoir chiffrer, comme par exemple le taux homme-femme, le nombre de personnes avec un certificat d'handicap.
mais il y en a aussi qu'on ne peut pas vraiment citer, comme par exemple les personnes LGBT, peut-être ils ne veulent pas... tu vois, Même il y a la beaucoup dyslexie, tu le déclares comme un handicap? même la dyslexie a plusieurs degrés de dyslexie. Il y a plusieurs handicaps aussi invisibles. Il y en a certains qui n'ont même pas fait De diagnostic? de Je diagnostic. pense à quelqu'un qui est bègue, par exemple. Tu sais, Oui. quelqu'un qui Oui. bégaye. Je pense que c'est considéré comme un handicap. Est-ce que ça, tu vois, ça rentre dans les 6%? Alors, en général, quand tu parles de situation de handicap ou de 6% dans l'entreprise, c'est avec une preuve. C'est pas juste du déclaratif. D'accord, ok. Donc, il faut que ça Donc, il soit faut diagnostiqué par un médecin. un certificat médical. Ok. Tu peux pas t'auto-déclarer. J'adorerais parler très longtemps des handicaps, mais je sais que je vais te mettre des tunnels, donc je vais m'arrêter là. Je vais juste te poser une question sur Accessi+. C'est quoi les... Donc là, ça existe depuis quelques mois seulement. Oui. C'est quoi les premiers cas d'usage ou tu vois, est-ce que c'est... même quand tu parles de ces sites internet, c'est des applications à usage en interne? Comment ça se passe pour tes clients? En fait, tout est concerné, que ce soit de l'interne ou de l'externe. Donc, juste de l'accessibilité numérique, déjà, quand on est dans le monde virtuel, dans le numérique, peu importe si c'est externe ou interne, il faut que ça soit accessible. Donc, tout devrait être accessible. Après, comment c'est nous, pas le on cas. a des... c'est pas le cas ou pas toujours, on va dire. Comment on a démarré, nous, et quel cas d'usage? On a démarré, comme je te disais, avec le groupe Schwarz. Et on a démarré... C'est très difficile pour un groupe de faire changer un peu le mindset d'un groupe. Tu rentres sur un petit truc et ensuite voilà, tu vois... Okay. On a démarré avec un site de recrutement, tu sais, à l'intérieur des grands groupes. Tu as un site dédié. Career Center et tout. Voilà. Ok. Career Center, exactement. Et on a démarré avec ça. C'était un POC. Proof of Concept. Ouais, on est à Station F. Je sais que les POC, c'est toutes les deux discussions là. Mais... un Proof of Concept. Et l'idée, c'était de les accompagner, de les sensibiliser. Donc, on a fait des formations, on a fait un pré-audit sur leur site internet actuel, existant. On les a accompagnés dans la mise en conformité pour refaire l'audit, un audit de contrôle et leur donner une déclaration, puisqu'il y a une obligation de déclaration. Okay. Sur la stratégie, donc il y a une stratégie à 3 ans, on appelle ça un schéma pluriannuel. On les a aidés à faire ça et à prendre des engagements sur ce sujet d'accessibilité numérique. Et vous les accompagnez ensuite pour développer les solutions. Voilà. Okay. On a développé aussi un outil qui vient en complémentaire de tout ce qu'on fait en tant que service. C'est comme un widget qui vient se plugger sur le site internet et qui transforme l'expérience utilisateur en fonction de sa situation. Mais c'est pas ça qui va rendre le site accessible. Ok. Ce que j'allais dire, ça, tu pourrais le commercialiser de manière, tu vois, quelqu'un se plug direct et le met. Mais ça fait juste une partie du travail. C'est ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, tu peux prendre avec un petit abonnement qui est vraiment, c'est pas du tout notre cœur de métier. Enfin, si, ça rentre dans le cœur de métier. C'est un produit d'appel, en fait, pour vous. C'est un produit qui va venir compléter les efforts qui sont faits par les groupes ou les entreprises. Mais c'est pas une finalité. C'est pas une finalité. C'est pas parce que tu mets un assistant, on appelle ça un assistant, d'accessibilité numérique, que ton site va devenir accessible ou que tu vas être conforme ou que tu vas servir les personnes en situation de handicap. C'est juste complémentaire. Donc ça peut aider, surtout quand tu as déjà fait ces efforts de rendre ton site accessible. Ça peut marcher aussi, y a quelques filtres que tu peux activer et qui peuvent changer l'expérience utilisateur, mais ce n'est pas à 100%, et on va être sur 20 à 30% de... J'ai une question, j'ai envie qu'on revoie un petit peu tout ce dont on s'est parlé. Tu l'as dit toi-même, là, en fait, tu as parlé de, je sais pas, c'est éducation, pédagogie, faire changer, en fait, le mindset. Oui. Est-ce que c'est ce qui t'a manqué chez Toboro?
Et est-ce que c'est ce qui fait que Accessi Plus, tu prends beaucoup de plaisir? C'est drôle. C'est pour la première fois que je réfléchis Que tu te poses la question, ouais, ouais. que je me pose la question. Oui, ça me plaît. Ça me plaît justement de transmettre ce que j'ai appris finalement, puisque c'est un sujet que j'ai appris et je ne suis pas née avec. Hein. Euh, J'aime bien transmettre l'information et aider et sensibiliser les gens à mieux comprendre les enjeux. Et, et j'espère qu'avec Accessi Plus, on va contribuer un maximum pour un Internet beaucoup plus inclusif. Et pour ça, oui, il faut De la spread. pédagogie, ouais, Ouais. spread the word. Ouais. D'ailleurs, enfin, je sais pas, je pensais tout à l'heure, tu as dit une chose. Bon, je pense à moi, parce que moi aussi, j'aime beaucoup l'éducation. Et Ouais. moi aussi, je dis que je veux créer une boîte qui soit bien plus grosse que moi et pérenne. Et il y a un truc où je me dis, l'argent, tu vois, je sais pas comment dire, mais une information, ça se transmet sans qu'elle perde cette valeur. Pire, elle s'enrichit, etc. Alors que j'ai l'impression que l'argent ou ce qu'on va vendre comme produit, c'est à un instant T, tu vois. Ouais, C'est pas pérenne. Est-ce que le fait de mettre de l'éducation et de participer à changer des mentalités, c'est ça la boîte qui est plus grosse que toi et qui va être pérenne dans le temps? Sincèrement, je pense que oui, même si j'ai vraiment pas réfléchi à ça. Mais je vais te dire, sincèrement, pour moi, l'éducation est très importante. Euh, j'ai été élevée, entre guillemets, par des profs quand j'étais enfant. À Par l'école, tu manque veux dire? Ouais. Ouais, puisque mes parents, ils étaient venus en France ou en Israël. Enfin, voilà, donc j'ai pas vécu avec eux pendant plusieurs années. Et c'était les profs qui m'ont inculqué les valeurs que j'ai toujours aujourd'hui. Et pour moi, c'est extrêmement important. Enfin, cette notion d'éducation et de transmission des valeurs ou de l'information est extrêmement importante. Donc, je pense que oui, ça me donne un peu plus davantage de pathos en faisant ça. Sans le réfléchir, tu vois, ça vient. Hein, C'est naturel, c'est quoi. naturel, ouais. Bah là, on va réfléchir 30 secondes. Ouais. C'est quoi tes valeurs? C'est quoi les valeurs qui font Anna, qui sont dans tes tripes, qui vont conduire tous tes prochains projets? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, au risque de me répéter, T'inquiète. j'ai envie de laisser derrière moi un monde meilleur, tu vois. J'ai envie de contribuer. Je pense que c'est la mission que je me suis donnée. Après, comment je le fais? Tu vois, j'essaie plusieurs choses. Donc, comme je suis entrepreneur, j'essaie plusieurs choses. Peut-être que ça marche, peut-être que ça marche pas. En tout cas, j'ai cette envie-là. Donc, C'est pour ta réussir mission de vie. c'est ma mission de vie. Et mes valeurs gravitent autour de cette mission. Donc, Ouais, tu parlais de ta mission de vie. En fait, le comment, c'est Accessi Plus. Est-ce que demain, ça pourrait être autre chose? Est-ce que Accessi Plus peut bien marcher et au bout de 2 ans, tu as envie de passer à autre chose et de monter d'autres projets qui sont toujours en ligne avec tes valeurs? oui, Ouais, clairement. Ah oui, clairement. oui, clairement. Je vais pas Ok. m'arrêter là, oui. Ça, Ok. c'est sûr. C'est quoi les moments que tu préfères quand tu montes une boîte? Est-ce que c'est la création? Est-ce que c'est les premiers clients jusqu'à que tu itères sur un produit? Ou est-ce que c'est vraiment te dire que là, ça y est, t'es à 100, 200, 500 clients? C'est ce moment-là où il faut croître à Non, l'international. le plus important, je pense que pour un entrepreneur, c'est son premier client. Le premier. Tu vois, Pas pour tout le monde, hein. Moi, je te demande toi à titre perso ce que toi tu kiffes. Enfin, en tout cas, oui. Mais de toutes les personnes et des personnes avec lesquelles j'ai échangé, c'est un moment vraiment très, très important. Le jour où quelqu'un, et même toi, quand on en parlait tout à l'heure, le jour où quelqu'un t'a payé pour la valeur que t'as apportée, ça t'a marqué. Bien sûr. Et bah, moi aussi, ça m'a marqué, tu vois. Je me suis dit, oui, donc s'il est capable de me payer, s'il veut me payer, c'est parce que je lui apporte quelque chose. Tu vas pas payer une valeur nulle, enfin, tu vois. Mais Donc, est-ce que c'est dur de voir sa propre valeur tant que quelqu'un te propose pas de mettre de l'argent? Parce qu'en réalité, on te propose pas, c'est toi qui dois aller demander. Est-ce que c'est dur? T'es Oui, ça conscient peut. de ta valeur, tu vois, dès le départ?
Non, t'es pas conscient, clairement. Ça peut évoluer. Tu joues au bluff un peu, quoi. Ouais, Tu te dis, on tu va voir. joues Non, mais c'est vrai. Mais en général, tu joues pas vraiment au bluff puisque tu vas faire une analyse de ce qui existe autour de ces sujets, Mais autour tant de toi. qu'il a pas payé ou qu'elle a pas Oui, payé, tant tu ne qu'il sais pas. tu le sais pas, ouais. Mais c'est pour ça que c'est très important. Après, c'est tout aussi important quand tu vas fêter les 10 clients, les 100 clients, le premier million. Enfin, tu vois, c'est des étapes. Mais je pense que l'étape la plus importante pour pour te donner vraiment un coup de boost énorme, c'est ton premier client. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était le premier client, à chaque fois. T'as pris plus de plaisir sur laquelle de ces 3 boîtes? Je considère Takeoff comme ta boîte aussi, donc... J'ai pris beaucoup de plaisir avec Takeoff. C'est mon premier bébé, donc je peux pas, même si c'était pas ma boîte, je l'ai considéré comme mon premier bébé. Euh, C'était cool puisque j'ai réussi à avoir une équipe assez soudée autour de moi avec Takeoff et très fidèle Ok. à ce que j'avais proposé comme Comme organisation, vision. vision. Donc ça, c'est cool. D'ailleurs, il y a une partie de ces personnes-là qui ne travaillent plus chez Takeoff qui sont venues avec moi. Donc le Ça, c'est preuve la que... meilleure métrique. Là, aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir avec Accessible. Je trouve que la mission est énorme et grande. Et je suis et je serai fière de me dire plus tard, j'ai contribué à un monde plus accessible. Sincèrement, ça peut m'arriver à toi, à moi, à n'importe qui. Et d'ailleurs, statistiquement parlant, dans notre vie, on va expérimenter, quoi qu'il arrive, une situation de sûr. handicap, même si c'est passager. On espère le plus tard possible. Ouais, mais du coup, le fait de réduire un peu les préjugés et de créer une normalité de ça, même si j'aime pas du tout le mot normalité, mais voilà, c'est très honorable. Donc je me sens très fière de faire ce que je fais. On parlait d'éducation juste avant. Et moi, j'ai ton cousin qui me revient en tête. Je voulais savoir, pour qui t'as fait ça en fait? Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est pour lui? Est-ce que c'est pour toutes les personnes où tu penses qu'elles n'ont pas forcément la chance d'avoir une éducation à la maison qui peut leur retransmettre comme toi que tu l'as appris, mais que tu dois pouvoir miser sur toi et que tu dois pouvoir changer le monde avec tes propres mains? Tu vois, c'est pour qui que tu fais ça à la fin? Pour toutes ces personnes vulnérables, parce que, tu vois, parfois, la vie est faite de hauts et de bas, et parfois, on a des moments dans la vie, soit tu nais avec une pathologie, soit ça t'arrive durant la vie. Et elles apprennent, ces personnes vulnérables apprennent à vivre en difficulté. Alors que faudrait changer un peu le mindset et se dire, pourquoi nous, quand on n'a aucun problème, on n'intègre pas ces personnes-là ou leur confort, on ne l'intègre pas dans notre réflexion, dans tout ce qu'on fait, business, objet, enfin, tu vois, dans tout ce qui est économie autour de nous. Donc, j'aimerais dédier un peu tout ce que je fais à ces personnes qui sont vulnérables. Ouais. J'ai senti des moments vulnérables aussi, tu vois. Bah, toi, je voulais poser cette question, tu vois, je pose souvent la question de l'entrepreneuriat. Pour beaucoup de personnes, ça peut être de la folie, tu vois, et cette folie peut venir d'un trauma. Je pense que tu as eu ton histoire où tu nous en as un peu parlé. Moi, la question que je me pose, c'est à quel moment ce trauma, à quel moment ta singularité, à quel moment une contrainte qui fait que potentiellement tu pars en retard, entre guillemets, par rapport à d'autres personnes, à quel moment ça devient une force? À quel moment tu te dis, je vais pas m'apitoyer sur mon sort, c'est pas grave, au contraire, c'est même pas que c'est pas grave, je vais pas dire que tu embrasses ton trauma aujourd'hui, mais il a fait qui tu es. À quel moment tu as eu ce switch? Est-ce que c'est avec ton cousin à 6-7 ans? Est-ce que c'est un peu plus tard que tu en as? Non, ça se fait progressivement. Clairement, je pense que n'importe quelle personne aujourd'hui, même ceux, tu vois, j'entends beaucoup de discours, oui, t'es né dans une famille riche, parfaite, machin. Je pense que n'importe qui, même dans ces familles-là, il y a peut-être des traumas, tu vois. Bien Donc, sûr. clairement, chacun vient avec son bagage et construit sa vie dessus, a des réflexions et des envies de changer
ou de dépasser sa condition. Moi, je pense que c'était un voyage assez progressif. Ça s'est pas fait, j'ai pas eu un déclic Il y un a soir. pas, ok, du jour Ça au s'est fait lendemain. de manière progressive. Cette envie de vouloir vraiment changer le monde en bien euh, est venue pendant la période de mon adolescence où là, je me suis posé, tu vois, quand même pas mal de questions. Je me remets beaucoup en question. Donc, je pense qu'à ce moment précis, je pense que j'étais au lycée, je commence à lire pas mal de philo, de choses comme ça. Je me pose des questions et je me dis, ah ouais, j'ai envie de... exactement ce que je te dis maintenant, de laisser derrière moi un monde meilleur. Donc c'est comme Et en ça. même temps, j'ai l'impression que tu te sens responsable de toutes ces personnes qui sont vulnérables, non pas de ce qui leur est arrivé, mais de ce qui pourrait leur arriver de positif. Je me sens responsable. Oui, je pense que, enfin, tu vois, le fait de s'impliquer dans un sujet comme celui-ci, le fait de s'impliquer dans un sujet comme celui-ci, Ouais. c'est, ça te donne une certaine responsabilité. Donc, tu t'engages à quelque chose. Donc, oui, clairement, T'as chiffré une finalité juste avec Accessi Plus, chiffrer une finalité. Explique. chiffre d'affaires, nombre de personnes impactées, victimes d'handicap, qui sont impactées Oui. via ta Ah oui, oui, solution. oui, T'as clairement. un objectif précis? Oui, j'aimerais beaucoup. Là, aujourd'hui, en France, euh, il y a à peu près 15 millions de personnes en situation de handicap. Donc, le fait de rendre Internet plus inclusif, Mhm. ça pourrait servir 12 millions de personnes que en France. On parle que de la France. Mais si on va dans le monde, aujourd'hui, il y a 15% de la population mondiale qui est en situation de handicap. Donc on pourrait servir... Toi, tu vas atteindre ces 15%, on est d'accord? Ben, le but, ce serait ça, ouais. Ce Si serait... t'en atteins que 10, c'est une vraie question. Émotionnellement, si t'en atteins que 10 des 15, c'est déjà énorme. Mais t'auras l'impression que ce sera pas assez, que t'auras vu, tu vois, à moitié vide. J'essaierai toujours de faire de mon mieux. Donc, quoi qu'il arrive, je veux pas rentrer dans un... Je me donne le target Ambitieuse, le ouais. plus ambitieux possible. Effectivement, il y a d'autres acteurs auprès, enfin, comme Accessi Plus, qui œuvrent à un Internet plus inclusif. Mhm. Mais je ne vais pas remettre en question mes capacités, puisque de toute façon, la vie est longue. Je suis assez jeune, donc j'espère que On parle pas j'aurai le temps, d'âge. j'aurai le temps d'ici la fin de ma vie d'atteindre tout ce qu'il y a à atteindre. Donc Tu, tu... j'espère qu'on va déjà se débarrasser d'un grand nombre d'handicaps dans le Ok. futur. Bah, et déjà, pour toutes les personnes handicapées, enfin, merci à eux et elles de les servir. J'ai une question, tu l'as dit au début, donc du coup, tu viens de Roumanie et tu as eu donc une enfance en France. Tu as parlé d'Israël aussi à un moment ou Israël, oui, t'as c'est passé mon un... père. Mon père, il a vécu pas mal en Israël, ouais, Question quand toute j'étais enfant. bête, j'aimerais savoir, toi, à titre personnel, aujourd'hui, tu sers la France, donc tu nous parles des 12 ou 15 millions potentiels de personnes victimes de handicap. Euh, Est-ce qu'à un moment, il y a un truc avec la Roumanie pour toi ou pas? Est-ce qu'il y a une sorte d'attache? Est-ce qu'il y a une boucle à boucler? Est-ce que tu vois? Oui, alors justement, avec Accessi Plus, le premier pays qu'on veut servir en parallèle, c'est la Roumanie, puisqu'on connaît bien le marché. Là-bas, il y a énormément de travaux à faire. Il y a beaucoup d'acteurs français qui sont implantés en Roumanie, donc ce qui nous facilite un peu l'entrée. Euh, donc oui, clairement, le premier marché peut-être à attaquer, pour nous, c'est la Roumanie, après la France. Mais la France reste... on vit en France, on fait tout en France, donc on aimerait davantage euh, renforcer nos racines en France. Donc, Tu es française ou pas oui, déjà? je suis. Ouais, Tu te sens française ou pas?
Oui, je me sens française. Bah, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai demandé la nationalité, tu Non, mais imagines. tu sais, c'est une question intéressante. Oui. J'essaye de parler, tu sais, je te parlais du fait que je refaisais du stand-up, des choses comme ça. Et j'ai eu un flashback là récemment. Ouais. Quand j'étais en primaire, et même collège, je pense, j'avais honte de parler de ma famille au Maroc, de mes grands-parents. Ils ont tous des noms arabes, tu vois, normal. Et moi, j'avais un peu honte, quoi. Ça. Et après, je me suis fait la réflexion quand même que les Français appellent leurs grands-parents grand-père. Et là, je me suis dit, putain, celle-là, mon gars. Genre, ouais, grand-père ou grand-mère. Et pire, quand ils te parlent, ils te disent, ouais, bah hier, j'étais avec grand-père. Ou j'ai déjà entendu grand-papa. Enfin, bref. Donc voilà, je trouvais ça drôle, mais tu vois, je trouve drôle d'avoir des petits flashbacks où je me dis, attends, bien sûr que moi je suis 100% français, tu vois, je suis un fervent, de manière, tous les gens qui m'écoutent, qui me voient avec les maillots de l'équipe de France, ils savent à quel point je suis un grand fan. Mais il y a ce truc par rapport au Maroc. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. J'ai une question à te poser. Je te Ouais. l'ai écrit par mail et je t'ai dit, si t'es pas à l'aise, tu me dis, mais tu m'as pas répondu, donc je vais quand même te la poser. Est-ce que tu trouves qu'il y a eu. Déjà, on dit, je dis on dit, parce que je suis pas une femme, mais je suis totalement conscient qu'une femme doit redoubler d'efforts par rapport à un homme. Sauf que quand C'est j'ai vrai. face à moi quelqu'un qui vient dans un pays dont elle ne parle pas la langue, qui apprend, etc., est-ce qu'il y a un moment dans tout ça où ta condition, putain, même pas ta condition, être femme, je sais pas comment dire, j'aime pas ce mot-là, être ta condition, mais Ouais. est-ce que être femme a été un sujet à un moment pour toi? Dans le cadre de l'entrepreneuriat, je m'exprime. Oh là là, la question est hyper mal posée. Euh, Alors, déjà, je veux pas rentrer dans un cycle de victimes parce que c'est pas du tout. Je suis entrepreneur, je dois trouver des solutions. Donc, même si c'est un sujet, il faut que je trouve des solutions. Je m'estime aujourd'hui d'avoir énormément de chance de vivre dans un moment super favorable pour les femmes. Parce que pendant des Par siècles, rapport à l'histoire, bien sûr. pendant des siècles, on a vécu ce qu'on a vécu, que tout le monde, enfin, tu vois, les inégalités, on les connaît tous. Donc là, aujourd'hui, on a quand même on peut quand même faire quasiment tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est extraordinaire ici en Europe, puisqu'on n'est pas, on est dans d'autres endroits du monde, c'est pas le cas. Mais en tout cas, je m'estime extrêmement reconnaissante et heureuse de vivre dans cette période-là. Donc je peux mettre en pratique mes idées, m'exprimer, faire quasiment tout Pas ce de que je veux. limite, selon Pas toi. de limite. Après, évidemment, il y a encore d'efforts dans la société à faire vis-à-vis de ce sujet. Dans le monde de l'entrepreneuriat, il n'y a pas suffisamment de modèles féminins. Il y en a, mais pas suffisamment comparé aux hommes. Et pourquoi il n'y en a pas? Parce que c'est beaucoup plus difficile pour les femmes, ou ça l'a été. J'espère que ça va changer. C'est en train de changer et c'est tant mieux. Moi, ça me donne un peu la rage, sincèrement. J'allais te poser. Ok. Ça me donne un peu la rage et j'ai envie, tout comme j'avais envie quand j'étais enfant et j'étais arrivée en France, j'avais envie de prouver certaines choses et devenir être parmi les meilleurs de ma classe. De la même manière, aujourd'hui, j'ai envie de montrer que même si tu es immigré, même si tu es femme, même si tu n'as pas eu la possibilité de faire de super études dans des hyper grosses écoles, Ouais, voilà, tu peux quand même y arriver, tu vois. Donc j'ai la rage pour ça et j'ai envie de prouver, tu vois, ça c'est un autre moteur à l'intérieur de moi qui me réveille tous les matins avec l'attaque. Ok, non mais c'est drôle. En fait, la question que je voulais savoir, c'est est-ce que tu vois, tu te posais jamais la question tellement il y avait d'autres raisons quand tu me parlais d'être la meilleure. Est-ce que tu voyais cette différence homme-femme quand tu étais plus jeune ou juste toi tu étais en mode non, je vois les Français et je me vois moi qui parle pas bien encore Ah et ouais, qui doit c'était comme ça. apprendre. Non, Ok. c'était comme ça plutôt, ouais. Mais ok, non mais hyper intéressant. Est-ce que l'entrepreneuriat, tu y serais accédé si tu avais eu une enfance pleine de richesses financières, pleine de... Tu vois ce que je veux dire? Plus que normal, quoi.
Je sais pas. Sincèrement, je peux pas répondre à cette question. Je n'ai aucune idée. Ouais. Ce que je peux te dire, c'est que j'ai dû me débrouiller très vite, très jeune, toute seule, de devenir indépendante assez rapidement. C'était une condition pour moi Voilà, c'était très important pour m'en sortir. Euh, un autre aspect, avec les mêmes parents peut-être, mais très riches, je pense que peut-être oui, puisque mon père a toujours été Dans ce mindset. ouais, dans ce mindset. Tu dois bosser pour avoir de l'argent. Je connais pas l'idée de l'argent de poche, tu vois. Je discute avec des... À Molière, ça devait faire bizarre. Ouais. Donc, je n'avais pas ça. Ok. Donc, je devais bosser si je voulais, tu vois, des petits trucs, babysitting quand j'étais étudiante, bien des trucs sûr. comme ça. Donc, on ne me donnait pas de l'argent de poche. Et j'imagine que si mes parents, dans un autre contexte très riche, avec le même mindset, peut-être que ça aurait été la même chose. J'imagine, tu vois. T'es pas maman encore? Non. Non. Je sais pas si tu veux l'être ou si tu le seras. En tout cas, je te le souhaite si tu le veux. La question est toute simple. Et c'est une question dont j'ai discuté avec d'autres personnes. Mais comment tu retransmets cette force de travail? Comment tu retransmets ce besoin, et je pense que c'est bien, hein, tu vois, en tout cas je pense que tu me rejoins, mais de réalisation de soi, potentiellement à travers aussi des projets que tu entreprends, sans forcément retransmettre l'urgence de devoir entreprendre pour te nourrir, etc. Comment j'arrive à le faire Non, comment toi tu le transmettrais à ton fils ou ta fille demain, ou potentiellement à des neveux, à la prochaine génération? Ce que je veux dire, c'est comment tu transmets tes apprentissages sans le trauma qui va avec. Pas facile. Ouais, c'est une question. Alors, je remets beaucoup en question tout ce que je fais en général. Je remets beaucoup en question des fragments de mon histoire. J'analyse énormément. J'essaie de mettre des mots dessus et de les intérioriser et de faire la paix avec les moments qui étaient difficiles pour moi. Et je pense qu'en faisant ce travail-là déjà, ça permet de ne plus transmettre le bagage émotionnel en tant que tel. Euh, Ok. J'avais écouté à un moment donné un podcast. Le mien? I don't know. Non, ça remonte. Je pense que ça m'a marqué. Ouais. Parce que c'était un podcast sur le management. Et ils expliquaient à quel point un manager peut être un leader ou il peut être toxique en faisant un parallèle avec les moments difficiles de son enfance. Tu vois, comment tu peux, sans te rendre compte, Mais il faut décorréler. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et en fait, ça m'a beaucoup travaillé, puisque moi, à ce moment-là, j'étais project manager, j'avais des équipes de dev que je coordonnais, et j'avais pas du tout envie. Je savais que j'avais eu des difficultés quand j'étais enfant, et T'avais que peur que ça ressorte sur ouais, et des mauvais je moments. savais que j'avais un caractère assez dur, assez rigide dans le travail. Et tu vois, le fait de me remettre en question, d'avoir écouté ça, de prendre des feedbacks de la part de mes collaborateurs, ça me permettait et ça m'a permis de changer des comportements et justement d'essayer de ne plus transmettre à l'autre et aux personnes autour de moi, que ça soit dans le travail, mais c'est la même chose à la maison avec ses enfants. C'est exactement la même chose, de ne pas transmettre ce bagage émotionnel puissant et l'urgence, comme tu as dit, mais ce qu'elle, quoi. Enfin, transmettre tout ce patrimoine. C'est fou parce que je pense qu'il y a plein de parents qui devraient nous écouter là, et je sais que c'est faux parce qu'au final, j'allais dire, le mieux serait de transmettre des apprentissages sans, comme tu dis, le bagage émotionnel, les biais. Mais en réalité, en général, soit tu fais comme tes parents, soit tu fais tout l'inverse, tu vois. Donc, je me dis, il faut trouver les justes milieux et analyser les biais, quoi. Oui, mais il faut se remettre en question. Et justement, c'est bien, tu vois, d'écouter intellectuellement, soit de lire, soit d'écouter d'autres personnes qui arrivent à mettre
des mots sur des douleurs beaucoup. Enfin, tu vois, c'est beaucoup plus clair quand c'est sorti de quelqu'un voilà, qui a étudié la chose. Ouais, bien sûr. Et puis même, les réactions peuvent être différentes. Ça peut être différent. Et après, si tu fais un parallèle avec ce que tu vis, les feedbacks que tu as de la part des gens qui sont autour de toi, bah, ça te permet d'avoir une vraie réflexion intrinsèque et de changer petit à petit. Les changements sont très difficiles, mais d'avoir des moments de aha, tu vois, genre ici, par rapport à ce que j'ai entendu, par rapport à ce qu'on m'a dit, là j'ai été en tort. Je m'excuse déjà si tu fais le pas de t'excuser. Tu vois, petit à petit, tu changes de comportement. Et bah, ça, tu le transmets aussi à tes enfants. Hein. Enfin, c'est exactement la même chose. Que tu Bien le sûr. fasses à la maison ou au travail, c'est la même chose. De toute façon, on passe notre vie soit au travail, soit à la maison. Donc, Dit-elle en regardant la cam. J'adore. non, j'ai regardé. En vrai, je suis grave d'accord parce que... Soit dormir. Qu'est-ce qu'il y a ? Soit dormir. Oui, Ouais. oui, non, mais je sais pas comment dire, mais il y a ce truc de dire... en tout cas, moi, je sais que je vais être dans l'éducation et retransmettre. Je sais que le podcast, je reçois des gens avec qui je suis pas forcément d'accord. Tu vois, les questions que je te pose, je sais très bien qu'à ta place, je peux me dire aussi, peut-être j'aurais jamais été entrepreneur. Peut-être que si j'avais vécu ton histoire, moi, j'aurais pas eu la force de me relever. Ou peut-être qu'à l'inverse, j'aurais été entrepreneur à 15 ans. J'en ai aucune idée, tu vois. Ouais. Ce que je veux juste dire, c'est que ta perspective et ta réflexion permet de rapporter de la perspective dans ma réflexion, dans mes problèmes. Et me dire, j'extrapole, mais le problème que je vais avoir tout à l'heure, qu'est-ce que Anna, elle ferait ? Tu vois, genre, ou comment elle m'en parlerait, tu vois. Et je trouve que c'est différent et j'aime bien aussi l'idée de te dire que tu peux transmettre les apprentissages sans tout le côté très négatif que toi, tu as dû vivre avant d'arriver à cet apprentissage, tu vois, ce conseil. Déjà, as-tu passé un bon moment, car ça touche à sa fin. Ah, super. Superbe. Dit-elle, cool, tu sais, en mode enfin, quoi. Non, pas du tout. Ça va pour une première interview. Sincèrement, j'ai passé un super moment avec toi. Ça m'a sorti un peu de ma zone de confort, puisque j'ai essayé de m'imaginer un peu en amont, tu vois, cette interview. Et je me suis dit, ah ouais... Ça ressemble pas du tout. Ah, c'est pas du tout. C'est pas du tout. Alors, Je t'avais dit que c'était le moment chill de ma journée. Hein. Ouais. Moi, c'est vraiment, je fais une conversation avec toi. Je Après, il va y avoir les trucs un peu plus chiants. Je m'attendais pas du tout. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, merci pour l'accueil. J'ai pas trop l'accueil. l'habitude de parler de ma vie personnelle comme ça, mais j'espère que je vais pas... C'est ce qui va intéresser les gens. Ton apprentissage professionnel et entrepreneurial qui vient clairement du perso, pour moi, n'a aucune valeur. C'est comme un conseil. Il a aucune valeur si tu expliques pas l'expérience que tu as vécue pour avoir ce conseil. Tu vois, juste dire faut miser sur toi ou faut faire ci, faut faire ça. Donc je le sais et un grand merci. Je sais que tu t'es livré, que tu as parlé de choses où tu te dis dans la tête d'un ou d'une CEO, c'est peut-être pas ça. Mais moi, je te jure que c'est ce qui apporte de la valeur. Et la preuve est, toi-même, tu me l'as dit aussi dans mes podcasts perso, le fait que je mette de moi-même fait que les gens peuvent s'y identifier. J'ai quand même ces dernières mini-questions. T'es prête ? Et parle bien proche du micro, s'il te plaît. Mais tu vois, ça veut dire que tu oublies et le micro et les caméras et que t'es prise par la réponse. Et ça, c'est top. Bon, c'est mes dernières questions du tac au tac. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es riche ? De manière quotidienne. Oh. Riche dans... Je me donnerais aujourd'hui, sincèrement, un 9,9 sur 10. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es heureuse ? J'ai intégré dans la partie richesse. Je le sais très bien, mais je te laisse répondre. À quel point je suis heureuse sincèrement, 10 sur 10. Tu veux corriger la richesse ou pas ? Ou on reste à 9.9 ? Non, parce que j'ai ma définition de la richesse. Tu m'as pas demandé la définition de la richesse. Donc, non, mais c'est le but en fait. Ouais, c'est le but. Donc, dans ma définition de la richesse, sincèrement, j'essaie de relativiser. J'ai beaucoup de chance et oui, je me donne... On peut toujours améliorer les choses, donc je laisse à 0,1%, tu vois. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu considères que ton job d'entrepreneur, ton quotidien, t'apporte du sens, toi, dans ta vie personnelle ? 10 sur 10. Et à quel point ce même job d'entrepreneur te demande des efforts ou est difficile au quotidien ?
C'est très challenging. Donc, je vais pas dire on va pas réinventer je sais pas, la fusée. Hein. Enfin, Inventer la roue, mais ouais. Ouais, je voulais être. Non, mais très bien, les mais, expressions. Mais c'est très, très difficile. Ouais. Même si on reste très, très optimiste, c'est important de rester optimiste. C'est challenging et je pense que c'est ça qui me plaît, moi aussi. J'allais dire, tu prends du plaisir dans la douleur ? Ouais. Ok, c'est ma dernière question, là, elle me vient comme ça. Je sais pas si l'argent fait le bonheur, mais est-ce que tu considères que l'entrepreneuriat peut faire le bonheur ? Et est-ce que tu considères que l'entrepreneuriat participe plus à ton bonheur que l'argent y participe ? Oui, l'entrepreneuriat participe plus à mon bonheur que l'argent. Ouais. Oui, clairement. Parce qu'il y a un apport émotionnel que l'argent ne te rapporte pas. Je veux pas, tu vois, c'est toujours... c'est tabou en France de parler argent en général et de parler argent tout court. C'est important, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la manière dont on a construit la société. Donc, je ne veux pas les diviser. Les deux sont importants. Enfin, sans argent, aujourd'hui, tu ne peux pas faire grand-chose. Sans argent du tout. On vivrait dans un monde utopique à ce moment-là, tu vois, ou éphémère. Ce serait cool, hein. Moi, je milite pour un monde comme ça. Mais pour l'instant, on n'est pas là. Donc, du coup, les deux sont importants. Mais c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est ce qui m'anime le plus. C'est pas l'argent qui m'anime. Si l'argent m'animait, je serais peut-être restée chez Takeoff ou j'aurais fait un truc beaucoup plus... Où la source première, c'était l'argent. Ouais. Okay. Mais c'est pas du tout ce que j'ai choisi. Ça fait 1h15. Voilà. Un grand merci, Anna. Merci. Cool. C'était cool. Je sais pas du tout si je me rappelle pas si j'ai dit des conneries. Non mais très bien, t'inquiète, c'était top. Merci à toi, merci à vous qui nous avez écoutés jusqu'à la fin. Un grand merci vraiment, Anna, merci de t'être livrée. Je sais que ça va aider beaucoup de personnes. Et si vous nous regardez, vous nous écoutez et que déjà ce podcast vous parle, n'hésitez pas à nous le dire, que ça soit à Anna ou à moi, parce que... Elle comme moi, c'est aussi pas facile comme exercice. Et surtout, c'est mon premier. Faut être indulgent aussi. Voilà, soyez indulgent. Non, mais c'est clair. Et surtout, si vous avez envie de raconter votre histoire, dites-le moi par message et on va faire ça. Et un grand merde. Tu sais quoi, je te laisse le mot de la fin, mais moi je termine avec ça. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent, qui peuvent douter, mais qui veulent faire des choses bien pour notre société. C'est toi qui as le mot de la fin, Anna. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité à ce podcast, c'est cool, c'est le premier, tu as été hyper gentil avec moi et tu as su me rassurer, je pense que peut-être que si on se revoit d'ici quelques temps, peut-être que ce sera beaucoup plus fluide, mais en tout cas je te remercie infiniment, j'espère que d'autres personnes seront inspirées par... mon histoire modeste, hein. C'est vraiment modeste, j'ai rien fait d'extraordinaire jusqu'à présent, mais en tout cas, j'essaie de laisser un monde meilleur derrière moi. Et on va terminer avec cette belle valeur d'humilité. Merci à toi, Anna. À très vite. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pourquoi vous nous le diriez pas ? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode. Et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi, je vous laisse vous abonner dès maintenant. Et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent. Et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.